Réhabilitation de la peine de mort en République démocratique du Congo. Kinshasa désapprouve la déclaration conjointe du Canada, de la Suisse, du Norvège et du Royaume-Uni qui condamne la position congolaise. Justice, désengorgement des prisons des Makala et des Ndolo, une commission spéciale vient d'être mise en place. Quant à ce, c'était à l'issue d'une réunion tenue ce mardi par la ministre de la Justice et garde de Sceaux en présence notamment du procureur général près la Cour constitutionnelle. Au Congo central, le bilan de l'accident meurtrier survenu le week-end dernier sur la route numéro 1 a été revu à la hausse. À la hauteur du village Kamuna, les véhicules déclassés transportaient des professionnels de santé en mission de service. Le SINAMED a dénoncé le manque d'équipement médical en province. On fera le point avec un médecin sur place. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Peine des morts en République démocratique du Congo, on en parle encore. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, justement, désapprouve la position du Royaume-Uni, de la Suisse, du Canada et de la Norvège. Ces chancelleries s'opposent en toutes circonstances à la décision de Kinshasa de réhabiliter cette peine. Dans leur déclaration conjointe, ils ont évoqué le fait que plus de 2/3 des pays du monde ont procédé à l'abolition de la peine capitale. C'est le vice-premier ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, qui l'a signifié aux représentants de ces pays reçus en audience à Kinshasa. Pour le gouvernement congolais qui tient mordicus à l'application de la peine capitale, la levée de ces moratoires a pour but, entre autres, de s'attaquer aux causes de l'insécurité et des actes du banditisme au pays, en décourageant notamment la traîtrise au sein de l'armée et des forces de sécurité. Il semble que ces arguments des autorités congolaises ne suffisent pas pour convaincre la salve de désapprobation qui se constate depuis que la décision de la levée du moratoire a été prise. Dans leur déclaration du 20 mars dernier, les ambassades du Canada, de la Suisse, de la Norvège et du Royaume-Uni basés à Kinshasa se sont opposés en toutes circonstances à cette décision réhabilitant la peine des morts car, disait-il, plus des 2/3 de pays du monde ont procédé à son abolition. Dans la même déclaration conjointe, ils avaient appelé la République démocratique du Congo à se joindre aux efforts des nations du monde qui ont aboli la peine des morts en droit ou en pratique. Autre chose, après plus d'un mois de service, Augustin Kabouya a clôturé sa mission d'informateur lui confiée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, ce mardi. Sauf une dernière surprise, le secrétaire général du parti au pouvoir, Union pour la démocratie et le progrès social, devrait procéder à la remise du rapport final des conclusions de ces différentes consultations ce mercredi soir au président de la République. La remise de ces documents est une étape décisive vers la sortie du prochain gouvernement. Le nom du prochain locataire de la primature sera bientôt connu puisque l'informateur Augustin Kabouya vient de boucler sa deuxième mission. Pour sa dernière journée, Augustin Kabouya a reçu dans le cadre de ses consultations la délégation du MLC et alliés conduite par le vice-premier ministre en charge de la défense nationale, Jean-Pierre Bemba Gombo. La noble mission d'informateur confiée à Augustin Kabouya lui a permis de dégager la vraie majorité parlementaire acquise au chef de l'État pour ce second et dernier mandat en vue de la formation du futur gouvernement. Après ces consultations avec différentes forces politiques, Augustin Kabouya doit tout déposer au président de la République et ce dernier, dans son pouvoir discrétionnaire, va faire le choix du Premier ministre pour la formation du nouveau gouvernement. Reconduit à sa mission pour une deuxième phase, Augustin Kabouya, secrétaire général du parti présidentiel, a également échangé avec tous les membres de la majorité parlementaire qui s'étaient signalés lors des premières consultations. Alors que l'impatience grandit dans les chefs de la population, le nouveau gouvernement très attendu sera appelé à relever d'énormes défis liés notamment au social, à la sécurité et à l'économie. Tous les yeux sont désormais rivés sur la cité de l'Union africaine où l'informateur Augustin Kabouya devrait, sauf changement des dernières minutes, déposer son rapport final ce mercredi.
Désengorgement des prisons des Makala et d'Endolo, la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux Rose Mutombo a tenu hier une réunion avec plusieurs parties concernées, notamment en présence du procureur général près la Cour constitutionnelle, avec des hauts magistrats civils et militaires des cours et tribunaux, office de la Haute Cour militaire et auditorat général des FARDC en son cabinet de travail à Kinshasa-Gombe. Objectif, la mise en place d'une commission spéciale quant à ce. Le désengorgement des prisons centrales de Makala et de la prison militaire d'Endolo ont constitué le point de discussion de cette rencontre. Une commission spéciale a été mise en place et commence ses travaux ce mercredi 27 mars 2024 à la prison centrale de Makala. La commission spéciale a été constituée des magistrats de la Cour de cassation, du parquet général près la Cour de cassation, de la Haute Cour militaire, de l'auditorat général de FARDC, des représentants des parquets généraux près des cours d'appel et de l'inspectorat général des services judiciaires. Cette commission entame ses travaux à la prison centrale de Makala par les ressorts de Kinshasa-Gombe, puis suivra le ressort de Kinshasa-Matete. Les magistrats des parquets généraux près des cours d'appel, parquets près les tribunaux de paix, qui ont au moins un dossier d'un prévenu en détention, sont tenus de passer auprès de cette commission qui siégera à la prison centrale de Makala. Les détenus qui sont condamnés définitivement seront transférés dans d'autres prisons ou maisons de détention. Pour désengorger la prison militaire d'Endolo, qui a été construite pour 500 détenus, qui atteint plus de 2000 détenus actuellement, il sera proposé de manière urgente la réhabilitation de la prison dans la province du Congo central par les gouvernements de la République, par les services des génies militaires pour accueillir les détenus condamnés. Des hauts magistrats ayant préparé cette réunion ont proposé la construction, dans le meilleur délai, de la nouvelle prison de Menkao dans la commune de Maluku à Kinshasa, ainsi que dans des prisons dans l'ancienne configuration de 11 provinces sur l'ensemble du pays. Des détenus de la prison de Munzenze de Goma, dans la province du Nord Kivu, seront transférés à la prison de Sake, dont les travaux ont suffisamment avancé. Il est prévu la réhabilitation de la prison de Bukavu, dans la province du Sud Kivu. Concernant des détenus ayant commis des infractions bénignes, il reviendra aux membres de la commission spéciale d'apprécier leur cas en vue de leur libération dans le meilleur délai. Et puis on vient de l'apprendre, la Cour militaire vient d'accorder la liberté provisoire à Salomon Kalonda, conseiller de l'opposant Moïse Katumbi. Nous y reviendrons avec force de détail dans nos prochaines éditions. Je le disais dans le sommaire, dans le Congo central, le bilan de l'accident survenu le week-end dernier ayant causé la mort des professionnels de santé est revu à la hausse, en cause notamment le déficit dans la prise en charge et le manque des matériels adéquats. Les médecins de la zone de santé ont dénoncé les conditions dans lesquelles ils travaillent. On fait le point avec le docteur Koshi Pambunzita, secrétaire exécutif provincial du SINAMED. Dites-nous, docteur, qu'est-ce qu'on sait maintenant de cet accident? Quel est le bilan exact à l'heure actuelle? Oui, le bilan de cet accident tragique et lourd parce que à bord de la Jeep immatriculée STA 286 de l'antenne PEV Mbanzangungu où 7 personnes ont été conviés à prendre part. Sur place, sur les lieux de l'accident, nous avons noté deux décès. Un médecin, il était le médecin chef de zone de santé de Kipangu, et il y a eu un superviseur de l'antenne PEV de la zone de santé de Mbanzangungu. Ce sont les deux là qui sont morts sur place. 24 heures après, c'est-à-dire le dimanche, pendant qu'on transférait un autre médecin pour Kinshasa, celui-là est décédé à la hauteur de Kasangulu. Lui, il était médecin directeur des centres de santé de référence de Tumba Cité dans la zone de santé de Kulungongo. Aujourd'hui, nous avons appris encore les logisticiens de l'antenne PEV de la zone de santé de Mbanzangungu est décédé de suite de cet accident toujours. Et vous avez dénoncé aussi les conditions dans lesquelles vous travaillez en déplorant les sous-équipements de la province.
C'est ce que nous décrions dans notre province. Vous vous rendez compte, dans la province, nous n'avons aucune ambulance médicalisée, aucune structure bien équipée qui peut prendre les malades en charge. Et sur la nationale numéro 1, il n'y a pas un programme pour assurer la prise en charge des accidentés. Vous vous rendez compte, cet accident était mortel, il y a eu des blessés graves, et ces blessés graves ont été acheminés à Limay-Kimpese par les moyens non appropriés. Et ce déplacement-là qui se fait par des moyens non appropriés a encore des conséquences sur les pronostics vitaux de ces accidentés-là. Permettez-moi la tautologie. Donc, vous comprenez, dans la province, nous décrions ces conditions de travail-là. Il n'y a pas un scanner, il n'y a pas un IREM, il n'y a pas une ambulance médicalisée dans toute la province. Et même dans la nationale numéro 1, vous verrez des véhicules qui sont stationnés là-bas sans signalisation de détresse. Et ces véhicules sont stationnés pendant longtemps, plusieurs jours, personne ne les inquiète. Or, selon le code de la route, un véhicule ne peut pas stationner pendant longtemps sur la chaussée. Donc voilà un peu les conditions dans lesquelles on... Et en peu de mots, que recommandez-vous aux autorités provinciales? Oui, en peu de mots, nous recommandons au gouvernement provincial d'abord la prise en charge appropriée de tous les rescapés de cet accident, la prise en charge des obsèques des illustres disparus, la prise en charge des dégâts collatéraux liés à ces drames, notamment les familles éprouvées et les rescapés, les paiements des indemnités des victimes de cet événement tragique. Et puis, nous avons demandé que le paiement de la prime de risque de ces décédés soit continuel, parce qu'ils sont morts pendant qu'ils étaient en mission officielle de l'État congolais. Donc ils n'étaient pas là dans leur propre course, mais ils étaient... c'est l'État congolais qui les a envoyés à une mission officielle à Matadi. Donc voilà un peu ce que nous recommandons à notre gouvernement provincial. Docteur Koshi-Pambou, merci. Direction le Nord Kivu, 10 déplacés des guerres sont décédés en l'espace de 2 semaines dans la commune rurale des Kanya-Bayonga, territoire des Lubero. Selon les autorités locales, certains de ces déplacés décèdent de faim et d'autres par manque de prise en charge médicale. Environ 30 000 ménages des déplacés qui ont fui les combats entre les FARDC et le rebelle du M23 vivent dans des conditions difficiles à Kanya à Bayonga. Dans le Olomami, Isabelle Yumga à Kalinga a été surprise par les agents du gouvernorat qui sont venus lui présenter leurs félicitations pour sa brillante victoire aux élections du 20 décembre 2023 comme député national élu des Kaminaville. Après un séjour à Kinshasa en mission officielle où elle a échangé avec le directeur général de l'Office des routes sur l'état que présente la nationale numéro 1 et des passages en Kamba où elle est allée demander un soutien spirituel en faveur de sa province, suivi de l'échange avec l'informateur Augustin Kabouya, Yumba Kalenga Mushimbizabel a regagné sa juridiction ce lundi 25 mars 2024 par l'aérodrome de Kamina. Un jour après son retour, soit le mardi 26 mars 2024, Yumba Kalenga Mushimbizabel, député national élu de Kamina et gouverneur du Olomami, a reçu les chaleureuses félicitations de la part des agents du gouvernorat chargés d'entretien pour son élection comme député national. Selon les Saintes Écritures, parmi les 10 malades guéris, l'un est venu remercier Jésus, chose faite par ses agents du gouvernorat qui ont remis à l'autorité une chèvre. Vous, maman, gestionnaire de la province du Olomami, nous étions touchés par la publication provisoire des résultats par la CENI. Mais aujourd'hui, nous sommes contents d'apprendre que notre maman,
Lolo Ilodo, est reconnu par les instances supérieures comme député national. Nous sommes venus vous remercier. Continuez à faire plus que ce que vous faites à notre égard. Un geste qui va tout droit au cœur, a dit l'honorable député national Yumba Kalenga Mushimbi, caractérisé par les actes de générosité. Elle a remis à chacun une pièce d'épargne, cela sous la satisfaction des bénéficiaires. Autre chose, signature hier mardi à Kinshasa du contrat de partenariat stratégique entre iLead Global, branche RDC, et le centre de recherche LAPADA. C'était au cours d'une cérémonie qui a marqué les débuts d'une collaboration fructueuse et bénéfique pour les 26 provinces et les entités territoriales décentralisées. Benjamin Moudiata. C'est dans les buts d'accompagner les 26 provinces et les entités territoriales décentralisées à valoriser leurs ressources naturelles et à réaliser de projets de développement que iLead Global et les centres de recherche LAPADA ont signé ces contrats de partenariat. En présence de plusieurs officiels de l'État, à l'instar de membres du cabinet du président de la République et les secrétaires généraux, les professeurs Anselm Meya, doyen de la faculté des sciences sociales, administratives, politiques de l'université de Kinshasa, a fait les points pour les comptes du laboratoire des politiques publiques en appui à la décentralisation en Afrique, LAPADA. Que nous allons aider nos provinces et entités territoriales décentralisées à identifier les domaines dans lesquels ils peuvent créer des unités de production et des unités de production qui devront transformer sur place les matières premières en produits finis. Pour le compte de iLead Global, le master coach Raphaël Jean, entrepreneur et directeur général. Nous croyons que l'économie de chaque pays, les problèmes de chaque peuple doivent se résoudre d'abord intérieurement et surtout par l'entrepreneuriat. Dans les 26 provinces et les ETD de la RDC, les secteurs d'intervention visés par ce contrat sont l'agriculture, l'éducation, les mines, la santé, l'infrastructure et l'entrepreneuriat, pour ne citer que cela. À l'international, précisément à Gaza, les bombardements se sont poursuivis sous les regards impuissants de la communauté internationale. Des frappes aériennes et des tirs se sont succédés dans cette bande, ciblant notamment 2 hôpitaux de la ville de Rafah, selon le Croissant Rouge. Au lendemain de ce nouvel assaut, l'ONU a appelé ses membres à voter pour un cessez-le-feu immédiat. Selon les ministères de la Santé du Hamas, la guerre au Proche-Orient a fait à ces jours plus de 1400 morts côté israélien et plus de 29 000 côté palestinien. Malgré les multiples appels des organisations internationales à un cessez-le-feu immédiat, le sud de la bande de Gaza a été le théâtre d'intenses bombardements israéliens dans la nuit de mardi à ce mercredi. Hier mardi par exemple, l'armée israélienne a confirmé avoir éliminé le numéro 2 de la branche armée du Hamas, Marwan Issa, alors qu'une organisation libanaise liée au mouvement islamiste palestinien Hamas a pour sa part annoncé ce mercredi la mort de 7 personnes dans une frappe nocturne survenue dans le sud du Liban. Malgré les votes d'une résolution du Conseil de sécurité appelant à un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza, plusieurs médias rapportent qu'Israël continue d'épilonner l'enclave palestinienne. Pas plus tard qu'hier, les combats se sont cristallisés autour des complexes hospitaliers dans les villes de Gaza et de Khan Younes. Plusieurs sources notent également que l'intensité des affrontements n'a pas baissé entre Israël et Hamas. Ce journal est terminé, place au rappel des titres. Réhabilitation de la peine de mort en République démocratique du Congo. Kinshasa désapprouve la déclaration conjointe du Canada, de la Suisse, du Norvège et du Royaume-Uni qui condamne la position congolaise. Justice, désengorgement des prisons de Makala et de Ndolo. Une commission spéciale vient d'être mise en place quant à ce. C'était à l'issue d'une réunion tenue ce mardi par la ministre de la Justice et garde de Sceaux, en présence notamment du procureur général près la Cour constitutionnelle.
Au Congo central, le bilan de l'accident meurtrier survenu le week-end dernier sur la nationale numéro 1 a été revu à la hausse. À la hauteur du village Kamuna, le véhicule déclassé transportait des professionnels de santé en mission de service. Le SINAMED a dénoncé le manque d'équipement médical en province. On a fait le point avec un médecin sur place dans ce journal. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous. Tout de suite, c'est la revue de presse. Et c'est avec vous, Nathan Diamoueté, bienvenue. Merci Nathalie Yoko. Un plaisir de vous retrouver, Nathan. Moratoire de la peine de mort en République démocratique du Congo, la CNDH recommande au gouvernement congolais la réforme du système pénal congolais. Exactement, Nathalie Yoko, le moratoire de la peine de mort en République démocratique du Congo fait la une de tabloïds apparu cet avant-midi. Cette fois, il s'agit bien de la Commission nationale de droits de l'homme CNDH qui a donné sa position. Nous retrouvons cette information abordée par Agence congolaise presse et qui titre à sa une RDC des réformes de grande ampleur proposées avant l'exécution de la peine des morts. Dans le cœur de son article, Nathalie et Yoko, ces médias parlent du gouvernement de la République démocratique du Congo qui a été invité à engager des réformes de grande ampleur avant la levée du moratoire sur l'exécution de la peine de mort par la Commission nationale des droits de l'homme lors de son point de presse tenu mardi à Kinshasa. Actualité.cd rapporte de son côté, parmi les propositions phares, la Commission suggère l'initiation de projets de loi pour modifier les codes pénaux, civils et militaires afin de réduire significativement le nombre d'infractions passibles de la peine de mort. Elle appelle également à la création de nouvelles peines pour les infractions qui ne seront plus soumises à cette peine capitale. En outre, la CNDH recommande l'élaboration des législations permettant aux condamnés de faire appel de leur sentence dans les affaires pénales ainsi qu'à l'adhésion ou la ratification par la RDC du deuxième protocole facultatif, se rapportant du pacte international relatif aux droits civils et politiques en tenant compte de la réserve permise à l'article 2.1, renchérit ce média Nathalie Yoko. Des règlements climatiques, les ONG du secteur de l'environnement montent au créneau pour dénoncer le sabotage du projet présidentiel Jardin scolaire, 1 milliard d'arbres, horizon 2023 par le DG des Fonds forestiers nationaux. Eh bien, Nathalie Yoko, plusieurs médias ont rapporté cette information issue d'une enquête journalistique. En première position, il y a le journal Info 27 qui titre à sa une « Ecofin, dérèglement climatique des ONG dénonce le sabotage du projet présidentiel, jardin scolaire, 1 milliard d'arbres ». Ce journal papier rapporte dans ses colonnes intérieures, Nathalie Yoko, que si le Fonds forestier national mobilise déjà près de 10 millions de dollars américains des recettes par an, selon le directeur général Mulumba Kalala, soit seulement 11% du fonds annuel du projet Jardin scolaire, 1 milliard d'arbres horizon 2023. Ces ONG trouvent irréalistes les chiffres des résultats obtenus sur terrain. Cela confirme la thèse du sabotage du projet présidentiel. De l'autre côté, il y a également plusieurs médias en ligne qui en ont parlé, Nathalie Yoko. Nous prenons newscd.net qui, à son tour, a mis à sa une « Dérèglement climatique des ONG vertes dénonce le sabotage du projet présidentiel Jardin scolaire, 1 milliard d'arbres par le directeur général du Front forestier national ». Ces médias précisent que selon plusieurs sources au sein de la direction générale du Fonds forestier national qui ont livré l'information aux ONG du secteur d'environnement, l'on note sur les dossiers que le Fonds forestier national, qui dit avoir financé à la hauteur de plus de 4 millions de dollars américains pour une période de 5 ans, soit à près de 900 000 dollars américains par an, n'a jusqu'à la preuve du contraire reboisé que moins de 4 millions d'arbres, soit 0,5% dans l'ensemble de ces prestigieux projets du président de la République. Et elles invitent le conseil d'administration de Fonds forestier national de mener des enquêtes pour éclairer la lanterne quant à ceux. Et puis pour Top Média Plus, ces projets présidentiels dénommés Jardin scolaire, 1 milliard d'arbres à l'horizon 2023, adopté le 14 août 2021 et mis dans les tiroirs par les directeurs généraux du Fonds forestier national,
sans une réaction musclée de la ministre d'État, ministre de l'Environnement, Ève Pazaïba. On va prendre votre dernier sujet, élection présidentielle au Sénégal. Jean-Marc Kabound félicite le président élu Bassirou Diomaye. Ouais, Nathalie Yoko, incarné depuis la prison centrale de Makala, l'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabound, félicite le nouveau président élu du Sénégal. Ces félicitations circulent depuis ce matin sur les réseaux sociaux, notamment sur X, ancien Twitter, où l'on retrouve Barik Bouema qui écrit « Élection du nouveau président de la République du Sénégal ». Jean-Marc Kabound, depuis sa cellule de Makala, rappelle que Bassirou Diomaye, le président élu, était il y a quelques jours prisonnier politique. Comme selon lui, il l'est en République démocratique du Congo. L'opposant relève que le président sénégalais élu a démontré à la face du monde que la prison, les intimidations et les brimades n'entament jamais la volonté d'un peuple à aspirer à son bien-être. De l'autre côté, le journaliste Yves Bouya a aussi relayé sur son compte X les communiqués de Jean-Marc Kabound rendus publics, qui reste donc convaincu que le processus électoral sénégalais devra servir de leçon et d'exemple au peuple congolais. Merci beaucoup Nathan pour tous ces détails. C'est moi qui vous remercie Nathalie Yoko. Merci également à vous de nous avoir suivis de partout. L'information reste en continu et en temps réel sur votre télévision. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.